Coup de tonnerre dans le ciel nigérien ce 16 mars 2024. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dénonce avec effet immédiat la coopération militaire du Niger avec les États-Unis. Quels sont les motifs de ce divorce retentissant et surtout, quelles en seront les conséquences de part et d'autre? Nous avons 90 minutes pour faire le tour de la question avec deux de nos meilleurs analystes politiques confortablement déjà installés au plateau. J'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter en premier Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Très heureux de vous avoir. Luc est journaliste, analyste politique, écrivain et surtout directeur d'entreprise. Ça, on le sait beaucoup. Ça fait beaucoup. Merci d'être avec nous. Et votre co-débatteur, c'est l'incontournable Sogoyou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs, à nos fidèles téléspectateurs, et je leur souhaite bon dimanche et bonne écoute. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur et mauvais businessman. Non, le business, je ne me suis pas essayé, et je suis retraité, je reste dans mon coin tranquille. Chaque fois que vous essayez, vous êtes escroc. Non, il y a toujours un escroc à l'ombre pour te prendre et te faire perdre tout ce que tu as misé pour faire un petit business. C'est comme ça se passe, malheureusement. Et le forum, c'est aussi le forum des téléspectateurs qui peuvent contribuer en direct à cette émission en envoyant les questions au plus 228 96 08 43 43. Je rappelle tranquillement le contact, plus 228 96 08 43 43. Pour nous écrire en direct, je me ferai le plaisir de relayer ces contributions dans la seconde partie. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission avec votre pouce. Aimez l'émission, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les notifications quand nous avons de nouvelles émissions et partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, la voix de cette Afrique qui gagne. Et pour revenir au plateau, chers consultants, le samedi 16 mars, le Niger a dénoncé avec effet immédiat la coopération militaire avec les États-Unis. Luc Abaki, quel toupet a-t-on envie de dire de la part des autorités du Niger? Pourquoi nous pensons que c'est osé? C'est sans doute parce que nous considérons que les États ne se valent pas. Qu'il y a des gens qui sont grands, qui peuvent se permettre tout, influencer tout le monde, écraser tout le monde. Et qu'il y a des autres qui doivent toujours se sentir dociles, respectueux, parce qu'ils seraient des sous-hommes. C'est ce que ça veut dire, en vrai dire. Alors que la vie nous montre que nous sommes égaux, que nous avons le même souffle de vie, que nous avons les mêmes opportunités et davantage encore. Quand il est contexte question de l'Afrique, l'Afrique est le continent qui est le mieux loti possible. L'Afrique est d'abord le berceau de l'humanité. C'est ce continent-là qui a eu les premiers hommes sur cette terre qui ont expérimenté la vie, qui maîtrisent la science de la vie et qui normalement devait être la locomotive du monde. Parce qu'à un moment donné, il y a eu l'inversion des choses et que les gens ont fabriqué des armes, ils sont venus nous faire douter de ce que nous avions comme potentiel. Et aujourd'hui, nous les classons parmi les dominants, les puissances. Et donc, lorsque nous prenons une position qui relève en réalité du bon sens et qui nous permet précisément de reconquérir notre identité, d'affirmer notre souveraineté et de nous exprimer en tant qu'être humain, nous pensons nous-mêmes qu'il s'agit là d'une audace parce que ils nous ont habitués, si vous voulez, à cette forme d'influence, à l'intimidation, à faire en sorte que nous pensions que franchement nous n'avons rien à faire. Je pense que le Niger n'a fait que ce qu'il doit faire. Les dirigeants nigériens, vous avez bien vu le contexte dans lequel les dirigeants nigériens ont été amenés à dénoncer ces accords militaires. Vous voyez des gens qui quittent dans leur pays tout simplement et à partir d'une note d'information, ils vous disent bon mais nous allons venir à telle date, nous voulons rencontrer telle personne, sans donner l'objet. Et puis une fois qu'ils atterrissent à Niamey, ils commencent à
mener des débats et à juger un État souverain sur les partenariats qu'il noue, sur les choix qu'il opère, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on est à un tournant décisif et cette façon de dénoncer, ce n'est pas du nouveau. Le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est avec les États-Unis, mais on s'en fout royalement. Le Niger a envie de prendre son destin en main et nous sommes là pour l'accompagner précisément. Je suis sûr que l'ambassadeur a préparé ses salves. Je voudrais, avant de lui passer la parole, si le réalisateur Akles Opiniam est prêt, nous proposer un petit extrait de la déclaration à la télévision du Niger par le porte-parole du CNSP, le colonel-major Amadou Abdraman. Un petit extrait pour regarder son visage et mieux analyser la situation. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Voilà. C'est sans langue de bois, le colonel-major Amadou Abdraman. Excellence. Introduisons en disant, comme l'a dit Luc, que les États se valent. Le Togo, 56 000 km² et 8 millions d'habitants, dans les relations internationales et diplomatiques, est au même niveau que la Chine, plus de 9 millions de km², 1 milliard 400 millions d'habitants, que les États-Unis, plus de 9 millions de km² avec 300 et quelques millions d'habitants, au même niveau que l'Inde, 3 millions et quelques de km², plus avec 1,5 milliard d'habitants. Donc les États se valent. Sur les papiers. J'ai dit les États se valent. Ça doit être sur le papier et dans l'esprit. Maintenant, si des États se valent, quand un État envoie une délégation dans un autre État, le chronogramme du séjour est négocié d'avance. Avant que les gens ne prennent l'avion aux États-Unis pour atterrir à Niamey, on sait exactement qui ils viennent rencontrer. Quelquefois même la durée est prévue, surtout quand on va jusqu'au chef de l'État, au Premier ministre, on ne rentre pas pour discuter comme dans un café. On sait que la rencontre va durer 15 minutes, c'est 15 minutes. C'est comme ça se passe dans tous les pays normaux. Maintenant, les Américains quittent, ils arrivent à Niamey, ils n'ont rien négocié. Normal, surtout, je dis surtout, parce qu'un chef d'État, quel qu'il soit, mais ce n'est pas le boutiquier du quartier chez qui on va la mettre dans la poche en sifflotant. Même le chef d'État, ses collaborateurs, ils ne rentrent pas dans son bureau comme ils veulent, quand ils veulent. À plus forte raison, des gens venus de l'étranger ne peuvent pas croire, on arrive, on n'a pas demandé audience, les services diplomatiques et protocolaires n'ont rien prévu. On rencontre le Premier ministre, on rencontre le ministre de la Défense, on rencontre, c'est normal parce que il faut voir le rang diplomatique et protocolaire de ceux qui sont venus. Est-ce qu'il y avait un chef d'État parmi eux?
Ils ont discuté avec le Premier ministre, c'est bien. Les différents ministres de la Défense et autres, c'est bien. Mais pourquoi ils veulent parler au chef de l'État? En fait, Tiani n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a fait qu'appliquer le protocole qui est reconnu et appliqué dans les relations internationales. Je reviendrai sur cette question, je vais vous redonner la parole. Mais je voudrais qu'on analyse un peu aussi le contexte de l'implantation de la base militaire américaine j'y viens. Au Niger. Oui. D'après le CNSP, la coopération militaire américaine s'est imposée au mépris de la souveraineté du Niger en 2012 par une simple... Non, le problème c'est qu'avant le CNSP, il n'y avait pas de souveraineté du Niger. Le Niger c'était un village lointain où Français, Américains allaient faire le tourisme, allaient faire un peu le safari. On a mis un petit rigolo palais là-bas. Son travail, il faut recevoir les chefs terroristes, les engraisser, les encourager, leur donner de l'argent. Et puis bon, ils vont aller tuer les Nigériens, tuer les soldats nigériens, aller dans la campagne, raser des villages, tuer. Mais c'est ça le Niger avant le CNSP. Il y avait quoi avant au Niger? Il n'y avait rien. Comment on peut installer une base à partir d'une note verbale? C'est-à-dire qu'on envoie une lettre d'information. Écoutez, nous on a pris telle superficie dans votre pays, on va installer une base. Et ils ont installé quelle base? On dit que c'est la plus grande base de drones en Afrique, ou du moins des Américains à l'étranger. Les drones là, je crois qu'avec la guerre en Ukraine et partout, nous commençons à comprendre l'importance des drones, de quoi les drones sont capables. Ça veut dire que les Américains, avec leurs drones au Niger, ils peuvent compter le nombre de chameaux qui traversent une piste dans la journée. Ils peuvent compter le nombre de souris qui sont rentrées sous une pierre dans la journée. Ils voient tout. Mais quand ils sont venus, les terroristes venaient, recevaient les armes de qui nous savons, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes organisations. On leur parachutait les armes, on parachutait de l'argent fabriqué dans une usine mafieuse en France, à Chamalières, on parachute ça aux terroristes. Mais les Américains voyaient tout. Ils allaient pour tuer les Nigériens. Les Américains voyaient tout. On tuait des soldats nigériens. Les Américains, leurs drones, ils voyaient tout. Est-ce qu'ils ont jamais aidé les Nigériens à éviter les massacres? Non. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour leur intérêt avec leurs drones. Ils contrôlent toute la région du Sahel et pas seulement le Sahel, même nos pays côtiers, ils sont dedans. Et ils contrôlent la Libye où eux-mêmes, ils ont semé la pagaille, la gangrène islamiste et djihadiste. Aujourd'hui, ils surveillent la Libye. À quelle fin? Donc, ils avaient tout. Mais ils n'ont jamais aidé. Et le pire, toutes leurs manœuvres aéroportuaires, mais c'est le Niger qui payait. C'est-à-dire que vos avions atterrissent, toutes les formalités, tout, les droits de parking, tout, c'est le Niger qui paye pour les Américains. Qui doit payer pour qui, selon toi? Les Nigériens n'ont pas demandé aux Américains, venez chez nous. Vous venez, vous imposez de force et vous les endettez. Après, on envoie quelqu'un avec $1 million à aide au développement. Les Nigériens vont se développer. Tu comprends? Donc, avant le CNSP, il n'y avait pas de Niger. C'est ce qui se passe. Il n'y avait pas de Niger. Donc, ils sont venus s'installer comme chez eux. D'accord, ils sont les plus forts. Hein. C'est vrai, j'ai dit ici que les États sont égaux, mais il faut relativiser. Il faut savoir que quand même, il y a quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Mais ce n'est pas comme ça. Un pays, s'il veut se faire respecter, doit respecter les lois internationales. Les lois des relations qui régissent les relations internationales. On ne se conduit pas comme des crapules, on s'installe de force chez les gens, comme les Français l'avaient fait. On leur dit de partir. Non, nous on ne part pas. On est chez nous. Le Niger est à la France. Mais la France c'est qui? Aujourd'hui, la France même est devenue une minuscule colonie des Américains. Ben, pour la France, on reviendra là aussi. Oui, elle est devenue une minuscule colonie des Américains. Les détails que le Niger donne dans le communiqué, lui parle porte-parole, mais ça fait froid dans le dos. Le Niger n'a aucune information sur les opérations effectuées par cette base militaire. On ne connaît pas le nombre de soldats déployés, ni leur mission exacte. Et puis, le Niger paye pour les droits d'aviation. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais oui, mais c'était la pratique. Je pense que l'ambassadeur a eu le temps de dire avec emphase tout ce qui se passait avant l'arrivée du CSCP. En réalité, pendant très longtemps, nous avons accepté le principe d'être des sous-hommes.
d'avoir des États qui ne sont qu'en réalité de gros villages pour les puissances occidentales. Moi, et donc, dans notre tête, villages, hein? C'est ce que nous constatons. Et donc, à partir de ce moment-là, ces pseudo-puissances ne se sentent aucunement redevables et ne sentent aucun besoin de rendre compte à qui que ce soit, si ce n'est d'informer nos dirigeants qu'ils vont arriver, qu'ils vont prendre une portion de nos territoires pour en faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça a été toujours le cas. Et c'est encore le cas dans beaucoup de pays en Afrique, à l'exception précisément des pays du Sahel qui, eux, ont décidé à un moment donné d'assumer leur destin et de prendre en main le processus qui va permettre à ces pays-là d'acquérir véritablement leur souveraineté. Sinon, nous avons toujours pris cette habitude de pérorer, mais en même temps, nous sommes conscients dans notre esprit que, en réalité, nous ne sommes rien devant des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., etc. Pourquoi? Parce que nous considérons que lorsque vous avez de l'argent, vous avez des armes, vous êtes développé financièrement, économiquement, vous êtes plus grand. Et donc, parce que nous n'avons pas tout cela, parce que nous n'avons pas compris que c'est en travaillant sur le plan interne, endogène, c'est en s'organisant pour avoir des nations fortes, que nous aussi, notre voix pour apporter, qu'on n'a pas compris que ce n'est pas en cédant devant les autres que nous allons nous affirmer. Alors nous acceptons tout. Et donc, tout ce que le Niger dénonce aujourd'hui n'est pas extraordinaire. C'est la pratique qui est connue partout. Aujourd'hui, la dénonciation là qui est faite, aussi bien par le Burkina, par le Mali, par le Niger, nous montre que tout est possible. Que nous avons la possibilité d'assumer notre identité désormais et de parler d'égal à égal. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose de plus en termes d'acquis, matériel, militaire, etc., qui n'est pas un être humain comme vous. Et donc, ce qui doit valoir dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est nos facultés. Est-ce que nous sommes capables d'intelligence? Est-ce que nous sommes capables de raisonnement? Est-ce que nous sommes capables d'observation et d'analyse de notre environnement et de réfléchir aux solutions, à des solutions propres qui permettent de solutionner ou de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Voilà le vrai défi que nous devons nous poser, parce que si ce n'est pas le cas, nous allons toujours penser que, ah oui, les meilleurs sont du Nord, sont de l'Occident, etc., etc. Et c'est ça qui est le corollaire de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on doit pouvoir défaire tous ces nœuds-là. Autrement, nous avons beau crier, mais dans la pratique, ce sera la même chose et ce sera désolant, bien sûr, pour nos pays. Vous avez commencé par aborder le contexte de la prise de cette décision, cette dénonciation de la coopération militaire avec les États-Unis, qui est intervenue à la suite d'une mission américaine à Niamey, une mission qui, malgré son insistance, n'a pas pu rencontrer le général Tiani. Pourquoi le général Tiani n'a pas voulu se faire voir? Est-ce que ça a insisté? C'est pas qu'il n'a pas voulu se faire voir. Il faut un minimum de respect. Est-ce que tu imagines un seul instant un ministre nigérien qui arrive à Washington, il a l'honneur d'être reçu par exemple par le secrétaire d'État, et puis autour d'un verre il annonce, bon, demain j'irai rendez-vous avec Biden. Mais le réflexe à la Maison Blanche, on appelle le protocole, on vérifie si dans l'agenda de Biden il y a rencontre demain avec un ministre nigérien. On s'aperçoit que non, il n'en est pas question. Bon, on se dit non, peut-être il a bu un verre de trop, il a parlé, donc il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce n'est pas un verre de trop, il est sérieux. Le lendemain, il s'habille bien, il met son meilleur costume, sa meilleure cravate, et il attend à ce qu'on l'amène à la Maison Blanche dans le bureau ovale. Mais qu'est-ce que tu crois que le président des États-Unis va faire? Il va lui dire, ah viens mon ami, c'est bien, tu es un ministre africain. Or, les Américains qui sont arrivés à Niamey, aucun n'est ministre. Il y a des secrétaires, des sous-secrétaires chargés des affaires africaines. Chargés des affaires africaines. Chargés de la défense. Moliti, et le général. Le commandant de la troupe. Michael Langley. Oui, d'accord. Mais ils ne sont pas chefs d'État. Le protocole est connu, ils le connaissent. Molifi connaît le protocole. Michael Langley connaît le protocole. Qu'on arrive dans un pays et on finit dans le bureau du président comme des chasseurs de lézards en train de longer un mur. C'est pas possible. Mais est-ce que ce n'est pas l'habitude? Est-ce qu'ils n'ont pas... C'est l'habitude. Effectivement, le problème c'est quoi?
il a souligné. C'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas et on ne nous respecte pas. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient, il y a des chefs d'État aujourd'hui, dès qu'ils voient un petit blanc, ils se mettent à trembler. Il y a des chefs d'État, quand ils voient un blanc, et en Afrique de l'Ouest, on ne va pas loin pour les trouver. Hein. Quand ils voient un petit blanc, ils se mettent... écoute un peu, dans nos pays ici, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un, un responsable politique, va à Paris, il se fait recevoir dans un bureau de sous-sol par l'adjoint du secrétaire chargé de l'Afrique. Il revient en Afrique portant le triomphe. C'est comme il a tué un lion. Il a le trophée. Il a été reçu à Paris, au Quai d'Orsay. Quand tu demandes qui l'a reçu, mais c'est à peine on voit le nom du gars ou de la dame sur l'organigramme du Quai d'Orsay. Donc on s'est dit que dès que le blanc te serre la main, il te donne de la valeur. Les blancs, ils en profitent. Si ils ont devant eux des Africains aussi naïfs, aussi bêtes, aussi irresponsables, aussi irrésolus, aussi inconscients, mais moi, à leur place, j'en profite. Hein. Je quitte Washington, j'arrive, et puis je dis, moi, je veux voir le président. Et on m'amène chez le président qui se lève, qui me serre la main. Ça se passe comme ça dans aucun pays. Le Niger n'a fait que, le président Tchani n'a fait que poser un acte qui doit forcer les gens à respecter nos pays. Luc Kabaki, pourquoi le général Tchani a snobé la mission de haut niveau des États-Unis? Mais est-ce qu'il avait besoin de les rencontrer? C'était quoi l'objet de la visite? Vous voulez rendre visite à un président de la République, d'abord vous demandez une audience. Et dans la demande de l'audience, vous mettez l'objet. Il appartient au président de la République de voir son agenda et d'accepter ou non de vous recevoir. Dans le contexte précis de cette mission-là, elle vient avec une attitude suffisante, condescendance, arrogante, pour donner des leçons au Mali et au Niger, parce que les États-Unis estiment que le Niger n'a pas le droit, n'a pas la marge nécessaire pour entreprendre certains partenariats, notamment avec la Russie, avec l'Iran, etc. Et que le Niger n'a pas le droit de vendre son uranium, c'est-à-dire une ressource naturelle dont Dieu les a dotés. On leur dit à qui il doit pouvoir vendre cela et sous quelles conditions. Comment vous voulez que dans un tel contexte, un père de famille qui se veut responsable perde le temps pour recevoir des plaisantins de cette nature, alors qu'il a des défis aussi sérieux, des défis sécuritaires, des défis économiques, des défis au niveau social? Il va laisser son temps, tout cela, tous ces défis-là, pour rencontrer des gens qui vont venir lui faire la leçon de comment il doit diriger son peuple, au nom de qui il exerce son pouvoir. Vous comprenez cela? Je crois qu'on doit commencer à défaire tous ces nœuds-là. Ces paradigmes anciens, ce narratif qui nous a été imposé par le passé, où nos prédécesseurs, en tout cas les dirigeants africains, ont cru que c'était la meilleure voie pour eux, pour se faire compter parmi les références du monde. Aujourd'hui, tu ne peux être un président impactant ton environnement, ton temps et ton histoire que si tu travailles pour l'intérêt de ton peuple. Et donc, le général Tchani n'avait pas d'autre choix que de privilégier les dossiers les plus urgents de son pays. Et il doit pouvoir agir pour montrer à son peuple qu'il est pour lui et qu'il réfléchit à trouver des solutions les plus appropriées possibles. Maintenant, ceux qui ont pris cette habitude-là, ils ont raison. Ils ont raison parce que ça a toujours marché. C'est des formules qui ont toujours marché avec nos dirigeants d'hier et beaucoup d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une belle leçon. Ils vont commencer à douter sur leur suprématie habituelle. Ils doivent comprendre que les lignes ont commencé à changer, à bouger véritablement. Et je pense que les pays du Sahel sont en train de donner une très belle leçon de gouvernance et d'affirmation de la souveraineté qui impose respect. Et vous allez voir aujourd'hui, la communauté internationale a du mal à parler d'un pays comme le Mali. Et pourtant, lorsque Assimi Goïta était arrivé, vous voyez tout le tollé que cela avait créé, la condescendance, l'arrogance, tout ce qu'il y avait. Mais comme ces pays-là ont commencé à être rigoureux avec eux-mêmes, à appliquer la réciprocité qui est bien connue dans la diplomatie, etc. Aujourd'hui,
quand on veut parler de ces chefs d'État, on mesure la langue. On tourne la langue plusieurs fois parce que, autrement, on va vous rappeler vous-même d'où vous venez, toutes les casseroles que vous avez eu à traîner dans le pays, etc., etc. Et vous allez voir que le respect s'exhume de soi et s'affirme autour de ces chefs d'État, simplement parce qu'ils ont compris qu'ils sont des êtres à part entière, qui doivent s'assurer comme tels et qui ne peuvent rendre compte qu'à leur peuple. Voilà ce que nous attendons de nos dirigeants. Oui, Excellence, qu'est-ce que vous pensez des griefs formulés par les États-Unis contre le Niger? Je veux résumer les plus importants, c'est le rapprochement avec la Russie, l'Iran à qui le Niger fournirait de l'uranium. Les États-Unis, quand il s'agit de politique internationale, ont une seule arme, le mensonge. C'est leur arme. Pourquoi je dis comme ça? Je vais prouver ce que je dis. Quand on vient au Niger, un pays qui souffre encore des affres du terrorisme, on ne demande pas aux Nigériens, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puisque nous avons nos drones ici, on ne demande pas ça. On sait que ces larbins locaux ont infligé à ce pays enclavé des sanctions inhumaines. On ne dit pas, ah, ça vous a beaucoup pénalisé, qu'est-ce que les États-Unis en tant que première puissance peuvent faire pour vous aider? Non, ça ne les intéresse pas. On parle de quoi? Qu'il ne faut pas aller avec la Russie. La Russie qui aide les Nigériens pour combattre les terroristes. On leur dit, il ne faut pas traiter avec l'Iran parce que vous allez leur donner ou vendre l'uranium. Mais Gilles, soyons sérieux. Jusqu'à nouvel avis, l'uranium au Niger est exploité par des sociétés françaises. J'imagine mal ces sociétés françaises en train d'envoyer des lots d'uranium à Téhéran. Or, ce mensonge, à un moment, avait été utilisé. Le secrétaire d'État à l'époque, c'était Tanja qui était président du Niger. Mais on a accusé le Niger d'avoir donné de l'uranium à Saddam Hussein et que Saddam Hussein était en train de fabriquer des armes de destruction massive. Et il y a eu un nègre, secrétaire d'État. Vous savez, quand les Américains veulent faire quelque chose de tordu avec l'Afrique, Colin Powell, quand les États-Unis veulent faire quelque chose de très tordu avec l'Afrique, ils mettent toujours un nègre devant. Alors, Colin Powell est allé aux Nations Unies, il agitait des fioles qu'on trouve dans tous les laboratoires. Quand tu vas faire examen de sel ou d'urine, on te sort une fiole, il agit ça comme preuve que l'Irak a des armes de destruction massive. Un pays qui est habitué à mentir à la puissance XXXL, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Ils sont venus, pourquoi avec le seul argument de Colin Powell et sa fiole, est-ce qu'on peut dire? Oui, Colin Powell et sa fiole, on connaît les résultats, ils ont rasé l'Irak. Est une diplomatie de mensonge. C'est une dictature de mensonge. Attends, si ça s'était arrêté dans la salle aux Nations Unies, on n'en parlerait pas. Ils ont rasé l'Irak à cause de la fiole là. Voilà. Ils ont rasé l'Irak. Ils ont pris Saddam Hussein, ils l'ont pendu. Mais comment veux-tu traiter avec un pays qui ne fait que du mensonge, des accusations gratuites? Aujourd'hui, le Niger a quel moyen pour vendre de l'uranium aux Iraniens? Les Iraniens se débrouillaient très bien sans l'uranium nigérien. C'est eux qui sont toujours à Téhéran en train de pleurnicher parce que l'Iran va faire la bombe atomique. Mais elle a pris où l'uranium? Il a pris où l'uranium, l'Iran? C'est au Niger? Non. Mais aujourd'hui, il leur faut un mensonge pour justifier des coups tordus qu'ils ont déjà dans la tête, qu'ils vont préparer contre ces pauvres pays du Sahel. Donc, quand vous venez, vous dites la Russie. Mais quand on parle, on n'est pas sympa, on ne défend pas la Russie. La Russie n'a même pas besoin que quelqu'un la défende. Et on la juge à ses actes. La Russie est en train d'équiper militairement ces pays, pas pour faire du mal à quelqu'un, mais pour se battre contre le terrorisme que les Américains et Français ont semé en Libye et qui a envahi nos pays. Maintenant, quelqu'un aide à les combattre, vous n'êtes pas d'accord. Les Iraniens aident à combattre, vous n'êtes pas d'accord. Les Chinois, vous n'êtes pas d'accord. Or, vous-même, Américains, aujourd'hui, votre industrie nucléaire ne vaut rien sans l'aide des Russes. Est-ce que nous, on vous dit de ne pas aller avec les Russes? Les Chinois, mais sans les marchandises chinoises, tout l'Occident représente quoi? Il ne représente rien. Est-ce que nous on vous dit de ne pas aller avec les Chinois? Les Chinois nous donnent quoi? Les Russes nous donnent quoi? 2 ou 3 canons
ou un peu de blé, sans les Russes, vous ne pouvez même pas manger. Quand Macky Sall est allé pleurnicher pour obtenir du blé, soi-disant pour les Africains, le blé, il a fini en Europe. Il a été détourné. Il a été détourné. Donc vous, en tant qu'Occidentaux, autant et machin aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans la Russie. Vous ne pouvez pas vivre sans la Chine. Et quand vous venez chez nous, les petits, ah non, il ne faut pas parler avec la Chine. Ah non, il ne faut pas parler avec la Russie. Bon, je crois que quelque part, ils se disent ces pays sont trop importants pour nous. Pour vous, les petits nègres, vous leur parliez. C'est nous, les blancs seulement, qui sommes autorisés à parler à ces puissances. Sinon, dis-moi, que ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Et maintenant, ils disent quoi? Ah, élection démocratique, machin. Ça veut dire quoi? Ils ont déjà leur larbin pour position qu'on va mettre, élection démocratique, et ils vont continuer à recevoir les terroristes au palais de la présidence. On va continuer à massacrer les Nigériens. Je crois que le général Tchiani, c'est un général. D'ailleurs, il a fait une partie de sa formation aux États-Unis. Il connaît les Américains. Le général, il doit être prêt à mourir s'il le faut pour son pays. Parce que les Américains, mais ils tuent sans hésiter. Ils ont des drones là-bas. Ils peuvent utiliser des drones même pour tuer des responsables politiques. Comme ils ont fait en Iran avec l'Iranien Soleimani ou quoi là, le général en Irak. C'est des drones qu'ils utilisent pour assassiner des gens. Donc, si Tchiani doit mourir pour son peuple, ça vaut la peine. Mais qu'il ne cède pas à ces chantages, à ces mensonges. L'empire du mensonge ne peut pas continuer à régenter toute la planète. C'est pas normal. Oui. Non, mais en fait, pourquoi, juste pour rebondir sur ce qu'il venait de dire, pourquoi ces puissances-là s'opposent à ce que nos États collaborent avec la Russie et d'autres pays qui aujourd'hui apportent un plus à notre action politique et puis dans la lutte contre les terroristes, etc. C'est parce que eux, ils sont conscients du rôle pécamineux et pernicieux qu'ils jouent dans nos pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que nous ayons des solutions à ces problèmes endogènes qui nous fragilisent et qui expliquent justement que nous sommes déstabilisés. La preuve en a été que si aujourd'hui les États-Unis sont obligés d'aller au devant de la scène, c'est parce que la voix de la force ne porte plus dans ces pays-là. La France ayant été chassée littéralement dans le Sahel, parce que par le passé, c'est à la France qu'on sous-traitait les dossiers africains, en tout cas de l'espace francophone. Et maintenant que la France n'est plus là, alors les États-Unis, puisqu'ils ont des intérêts réels dans ces pays, sont obligés de prendre le devant. Vous avez vu le contexte dans lequel la France est partie et ce qu'on a retrouvé comme résidu de leur présence au Niger. Jusqu'à 12 800 cartouches qu'on retrouve dans une maison. On a trouvé encore d'autres armes à Pescovo, dans une ville. Enfuis dans une maison, trouver. Simplement, pourquoi faire? Et puis donc le tableau où on dit mais la paix on peut l'éviter, cela montre clairement l'état d'esprit de ces puissances-là et le rôle qu'ils sont en train de jouer dans nos pays. C'est-à-dire que leur intérêt réside dans le fait que nous ne nous retrouvons pas. Nous n'avons pas des États construits, solides. Nous n'avons aucun moyen de défense. La preuve en a été que nos États ont eu des moyens pour acheter des armes, mais jamais ils n'ont eu accès à ces armes-là. Pourquoi? Simplement parce que si nous avons les moyens de détruire ces empires terroristes, ça veut dire que nous commençons à construire nos États. Et donc, nous sommes en train d'affirmer notre souveraineté. Et donc, notre voix va commencer à porter. Et nous pouvons commencer à les résister. Quand tu leur résistes, c'est que, ils n'ont plus de marge. Les États-Unis ne peuvent pas laisser la marge aux pays africains d'aller vers la Russie, puisque la Russie, elle n'est pas dans une posture conquérante, elle n'est pas dans l'hégémonie, elle n'est pas en train de conquérir nos territoires, mais elle est en train de composer dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant, mais alors ça ouvre les yeux à nos États. Et ça nous donne la marge de résister contre les désidérata de ces puissances habituelles qui n'ont de survie et de vie que grâce à nos ressources à nous. Voyez-vous? Et donc, ça veut dire que dans un tel contexte, ces puissances-là se sentent littéralement menacées par les frémissements que nous commençons à avoir et le regard que nous sommes en train de tourner vers ces puissances comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, etc., qui nous apportent une plus-value et qui nous permettent là de commencer à prendre notre destin en main. Voyez? Donc, dans un tel contexte, il est clair que les États-Unis, la France, en tout cas les pays de l'OTAN, jouent précisément leur survie et ils feront en tout cas tout pour empêcher que nous soyons
épanouis et que nous commencions à leur parler d'égal à égal. Oui, cela dit, c'est une décision qui peut ou qui va beaucoup frustrer là-bas aux États-Unis. Excellence, faut-il s'attendre à des représailles de la part des Américains suite donc à cette décision de dénoncer l'accord militaire avec... C'est pas une question de représailles. Les Américains, comme les autres, les Français, eux, ils programment toujours ce qu'ils veulent faire. Ils anticipent. Quand Tiani les ait reçus ou non, ce qu'ils veulent faire, ils le feront. Voilà, s'ils peuvent. Pas des représailles. Ils n'ont rien de bon pour le Niger. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils ne se sont pas inquiétés de ce que les terroristes font. Ils ne se sont pas inquiétés de ce que les terroristes en col blanc à Abuja ont infligé comme sanction au Niger. Rien des souffrances du Niger ne les intéresse. Donc, ils veulent le pays pour installer leur base. C'est tout. À part ça, il n'y a rien. Et on parle d'élection. Mais ils veulent élire qui? Est-ce que, comme le disait quelqu'un, est-ce que le Niger s'occupe des élections aux États-Unis? Actuellement, ils sont en pleine campagne électorale pratiquement. Et le souci numéro 1 de l'homme au pouvoir, c'est de mettre en prison son opposant, c'est-à-dire que celui qui a le plus de chance. Est-ce que c'est au Niger que ça se fait? Est-ce que le Niger a programmé mettre en prison un opposant en mesure de gagner les élections? Quelle leçon de démocratie il nous donne quand on voit ce que Donald Trump. Je parle de Donald Trump. La justice américaine. Voilà, c'est-à-dire que oui, quelle justice américaine? S'il y avait la justice aux États-Unis, des preuves ont été établies que le fils de Biden en Ukraine fabriquait des armes chimiques. Il avait des réseaux de pédophilie, des réseaux de prostitution, des réseaux de trafic de drogue. Où est la justice américaine dans tout ça? Une procédure est en cours. Quelle procédure est en cours? Pourquoi elle traîne autant? De façon interminable. Pourquoi elle traîne autant? Parce que son papa est président et la guerre en Ukraine d'ailleurs, c'était pour permettre à Biden d'éviter la justice, parce que si il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il y a longtemps que la justice serait occupée du fils Biden. Donc, il fait la guerre, on tue des milliers de personnes pour protéger une petite ordure, le fils. Et aujourd'hui, on dit Trump la justice. Où est la justice américaine devant tout ce que j'ai cité là? On ne voit pas le fils de Biden, on ne voit pas l'argent que Biden lui-même a touché en corruption quand il était vice-président aux États-Unis. Que dans les petits cahiers de son fils, on a trouvé son nom, le Big Boss, combien il a pris. Où est la justice américaine? C'est pourquoi, c'est quand nous voyons tout ça, qu'on se dit que ces gens n'ont aucune leçon à nous donner. Nous ne faisons pas aussi mauvais qu'eux. Aucun pays africain ne peut être en train de... Mais attends, Macky Sall a essayé avec Sonko, mais il a été obligé de le libérer. Et Biden aussi n'a qu'à laisser tranquille Trump, faire sa campagne et aller aux élections. Mais il ne peut pas le faire. Ce que les Africains ont fait, ce que Macky Sall a fait, les Américains ne sont pas en mesure de le faire. Luc Abaki, oui. Est-ce que le Niger a quelque chose à craindre après avoir pris une telle décision de se séparer de la coopération militaire avec les En fait, on s'en fout de leurs représailles, de ce qu'ils pensent, etc. Vous savez, quand vous êtes mu par un objectif sain, quand vous avez un engagement pour votre peuple et vous savez que votre mission est une mission sacerdotale, vous prenez des décisions légitimes et vous faites en sorte que la seule chose qui vous préoccupe dans votre vie, c'est le meilleur devenir de votre peuple. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde rend compte de ce que nous nous sommes démarqués de ce qui promeut l'humain. Voyez? Et donc, un dirigeant qui est conscient de sa responsabilité dans le meilleur devenir de son peuple n'a pas à craindre quoi que ce soit dès l'instant où la décision qu'il a prise est une décision qui vise le bien-être de son peuple, l'épanouissement de son peuple, et il cherche à réunir les conditions qui favorisent le vivre ensemble et faire en sorte à ce que la régulation de sa société soit le plus optimale possible. Vous voyez? Et donc, oui, dès l'instant où les États-Unis ont un objectif pernicieux, sont animés par une certaine insincérité et ne visent que leurs intérêts matériels, etc., bien sûr qu'ils seront toujours dans cette logique qui consistera à faire du mal, à détruire tout l'édifice, disons, social que les dirigeants du Sahel sont en train de construire aujourd'hui. Il n'y a pas que le Niger. Tous les pays du Sahel, les 3 pays du Sahel sont dans le viseur de ces puissances-là. Et c'est d'ailleurs pour ça
que malgré leurs efforts qu'ils ont consentis aujourd'hui, les armes qu'ils ont acquis, la structuration qu'ils ont opérée de leurs armées et qui permettent d'attaquer les terroristes, il y a encore de subsistance. Les terroristes sont encore actifs dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que on les alimente au jour le jour. De sorte que cette lutte-là finisse par se pérenniser. C'est-à-dire que vous allez être toujours dans l'effort permanent de guerre qui vous empêche de vous orienter vers les défis majeurs, qu'ils soient sur le plan économique, social, culturel, etc., etc. Parce que c'est par là que vous allez construire vos pays, voyez-vous. Et donc, que les États-Unis aient des intentions d'attaquer ou de faire quoi que ce soit, leur représailles habituelle, c'est quoi? C'est de couper la coopération. Les États-Unis ont été les premiers à suspendre leur coopération militaire. Vous comprenez très bien. Oui. Dès que le général Tchiani est venu au pouvoir. Mais c'est encore eux qui aujourd'hui sont en train de promouvoir le fait de collaborer, de mettre leurs drones, d'avoir leur base militaire, etc. Mais vous avez rompu votre collaboration sur le plan militaire. Vous devez débarquer, vous devez déguerpir du lieu. C'est une question de cohérence. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que c'était du pipeau. C'est de la poudre aux yeux. Au départ, les Américains avaient commencé en fait à endormir un peu. Ils avaient tenté d'endormir le Niger en amenant leur ambassadeur au moment où l'ambassadeur de la France était en train d'être chassé. Ils ont fait l'accréditation de leur ambassadeur au Niger, comme si non, écoutez, ils ne sont pas pour tout ce qui est en train de se faire comme fronde contre le Niger, parce que bon, ils estiment que les dirigeants là, ils peuvent mériter qu'on collabore avec eux, etc. C'était en fait pour les endormir. Heureusement que le général Tchiani et son équipe se sont montrés vigilants. Et donc, ils sont vigilants, ils sont restés intègres, ils ne veulent pas céder tout ce qui caractérise leur souveraineté. Alors là, ils sont montés à une autre étape consistant donc à menacer. Vous voyez? Et quand ils restent dans cette rigueur-là, mais écoutez, le général Tchiani a l'avantage d'avoir l'adhésion de son peuple. Et ça, c'est l'arme la plus redoutable pour tout dirigeant. Si vous voulez faire face à tous les puissants du monde, à tous ceux qui se proclament comme tels et qui pensent qu'ils peuvent vous écraser comme de la vermine, émergez-vous dans les réalités de votre peuple et faites en sorte que votre peuple soit votre bouclier. Voilà la force première que les pays du Sahel dont disposent ces pays du Sahel et qui nous montrent qu'ils peuvent aller de l'avant. Ben, qu'est-ce qui va se passer si les militaires américains refusent de plier bagages du Niger? C'est chose. On va aborder cette question dans la seconde partie de New World Forum. Avec vos contributions, ben, je les vois, elles sont nombreuses sur ma tablette ici, je vais les relayer dans la seconde partie. Je vous rappelle le contact pour nous avoir, plus 228 96 08 43 43 228 96 08 43 43. Écrivez-nous ce que vous pensez de la situation. Et puis après la France, c'est le Niger tourne le dos aux Américains. Et ben, que pensez-vous de cette Afrique-là qui se décomplexe dans son discours et dans ses prises de décision? On marque une pause pour des impératifs commerciaux. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. À tout de suite.